h nous serons toujours là pour parler ici et on sera toujours très content de savoir que de l'autre côté, vous nous recevez 5 sur 5 sur Info TV au canal 307 sur Canal Plus International. Le programme, c'est Espace Miné, une affaire des démineurs. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Ce jour, les rubriques n'ont pas du tout changé. Vous aurez tout à l'heure la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun, une affaire exclusive de TVB. Théophile Vianney-Biya, Bernardo Basson est en poste comme d'habitude. Il vous livrera encore la dénonciation du jour, une affaire qui vous énerve. À notre niveau, nous posons cette affaire sur la table de débat. Question d'esquisser, de proposer quelques esquisses de solutions. Et si vous en avez convenance, on terminera par l'instant de l'analyse. Et parlant de cette analyse, ce jour, nous vous amenons à parler de ce que les autres qualifient de la limitation des naissances avec une interrogation. Est-ce un complot pour le continent noir? Est-ce un complot pour l'Afrique? Pourquoi parler de limitation des naissances? De toutes les façons, nous parlerons de limitation des naissances ce matin, au passé, au présent et si vous préférez, même au futur. Parce que vous êtes en direct sur votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On commence par accueillir nos invités qui sont déjà là ce matin. Je commence par Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, le Bardoc de Kouta, de Djaro, de Zomlo, de Goukouma, de modérateur. Oui, on va le dire ainsi. Nous, on n'a pas peur de dire. Le Zomlo est compliqué. Non, on a dit le Zomlo de la modération, hein, pas le Zomlo de Mebarko. Non, je pense que là-bas, il y a un autre Zomlo. Naturellement. Il y a un autre Goukouma. J'adresse également un bonjour spécial à votre papa et toi, à qui j'ai fait faux bon, malheureusement, je m'en excuse, parce que je devais aller le rencontrer depuis, je ne l'ai pas encore fait. Mais des faux bons au vieillard. C'est pas poli de le faire. Du coup, je m'en excuse et je ferai tout pour le rencontrer très prochainement. J'adresse un bonjour à mes enfants qui me regardent certainement, Emma et Freddy. Et comme de tradition, ici sur le plateau, on va décliner aujourd'hui le fait que nous commémorons la journée mondiale de la population en ce 11 juillet. Donc c'est la journée mondiale qui a été c'est la journée qui a été consacrée par les Nations Unies pour réfléchir sur des questions relatives à la population. Et là, avec moi que c'est bien sûr la thématique à l'ordre du jour, donc forcément on aura de quoi dire plein de choses sur des questions relatives à la population et son évolution au fur et à mesure que l'histoire s'est faite. Journée mondiale de la population. Et si vous vous levez un beau matin, un enfant de votre quartier vous pose la question, Bernardo, combien sommes-nous au Cameroun? Que répondrez-vous? Je répondrai que nous sommes environ 29 millions d'habitants. C'est comme ça qu'on répond dans d'autres pays. C'est toujours si compliqué. Tu vas en France, on va dire en France, nous sommes environ 100 millions d'habitants. Oui, parfait. Ici, généralement, c'est compliqué de déterminer au chiffre exact la population. La dernière fois qu'il y a eu un recensement de la population au Cameroun date de quelle année? Je pense, la dernière fois c'était en 2011, je pense. Il y a eu un pseudo-recensement entre-temps, mais il n'a pas abouti. Donc le dernier officiel et complet date de 2011. De toutes les façons, on en parlera dans le cadre de ce programme. Nous allons accueillir un franquiste sur le plateau. Il est parmi nous ce matin. Il s'agit de M. Fondiko. M. Fondiko, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, et
Bonjour à l'ensemble des panélistes sur le plateau. Je suis une fois de plus honoré par votre invitation sur les plateaux d'Info TV. C'est un honneur et également je profite de cette tribune-là pour d'abord déjà saluer les franquistes qui certainement me regardent du côté de Ngoketunja et puis son Bengue, partout où ils se trouvent au Cameroun, et aussi l'ensemble de vos téléspectateurs qui, à mon humble avis, nous font chaque fois le plaisir de nous écouter, chaque fois que nous sommes conviés, parce que les retours que nous avons sont de très bons retours. Merci. C'est quoi le franquisme? C'est une idéologie, c'est une doctrine, c'est une manière d'être, c'est une volonté, c'est une vision, c'est une appréhension? Tout ce que vous aviez dit là est dans le franquisme. Se trouve dans le franquisme. Ah, c'est-à-dire qu'on peut y associer un contenu idéologique, on peut y associer une manière d'être qui aura tendance à se référer à l'identité de son champion, en la personne de M. Franck-Emmanuel Biya, qui est un citoyen qui ne peut pas être perçu comme une personne ordinaire, mais qui présente un certain nombre de caractéristiques qui sont, à mon sens, enviables, qui méritent d'être honorés et salués aujourd'hui en raison d'un certain nombre de faits qui peuvent s'inscrire à son endroit. Et on peut mettre à l'actif du franquisme l'ensemble de tout ce que vous aviez cité: idéologie, manière d'être, manière de faire, manière de penser et surtout manière de vivre le Cameroun comme étant une entité unique, seule et indivisible. Quand vous parlez de franquisme, vous mettez Franck Biya. Bien sûr. Il a besoin d'une idéologie? Pas lui, mais nous avons une idéologie. Pas forcément lui. Ce n'est pas une émanation de Franck Biya, c'est une émanation de la jeunesse camerounaise qui pense qu'elle peut proposer quelque chose à l'ensemble des concitoyens du Cameroun et rallier les concitoyens à cette cause-là. Maintenant, nous espérons qu'également le champion qui est concitoyen puisse être rallié à ce que nous pensons. Donc c'est nous qui avions l'idéologie. C'est une émanation de la jeunesse camerounaise. C'est une émanation de la jeunesse camerounaise. Vous avez eu son assentiment? Non, il ne faut pas penser comme ça. Je ne pense pas. Non, je dis, il ne faudrait même pas penser comme ça. Parce je ne pense pas, je pose une question. Nous n'avions pas d'assentiment. C'est une construction sociale camerounaise. Comme il est d'accord avec votre construction sociale camerounaise? Dire qu'il est d'accord ou pas d'accord, vous savez, il faut lire, je le recommande toujours, quand François Magmozom a écrit sur les silences de Paul Biya. C'est-à-dire, c'est une manière de communiquer qui ne vous dit non ni oui. Elle est beaucoup plus silencieuse. C'est la communication des fantômes. Elle est beaucoup plus silencieuse et je pense qu'elle est beaucoup plus symbolique. C'est dangereux ce que vous dites, vous le savez. Non, cette communication elle est beaucoup plus symbolique. C'est-à-dire qu'on est dans l'ordre du symbolisme, c'est dans l'ordre des significations. Parce que vous faites comprendre aux Camerounais que Franck Biya, c'est un autre Paul Biya. Bon, ça veut dire que les 40 ans de souffrance là, on aura encore 40 ans de souffrance supplémentaire. Bon, c'est à vous de dire qu'on a vécu 40 ans de souffrance. Il a écrit les silences de Paul Biya, pas de Franck Biya. Attendez. Je dis bien, c'est à vous de dire qu'on a fait 40 ans de souffrance. Et chacun a sa manière de percevoir les 40 ans du chef de l'État. Si moi j'estime qu'on a fait 40 ans de marche vers le développement, et que vous estimez qu'on a fait 40 ans de souffrance, ça vous engage. Moi je dis qu'on a fait 40 ans de marche vers le développement, et que nous sommes aujourd'hui en train de construire une dynamique de consolidation des acquis de cette première moment de l'indépendance là, et de continuer un projet qui peut nous permettre de tendre vers l'émergence. Au finish, oui. C'est quoi la finalité du franquisme? Déjà, il faut se dire que nous sommes nés dans un contexte où le pays n'était pas, disons, tout à fait tranquille. On avait Boko Haram qui nous dérangeait dans la région du Nord, dans la région de l'extrême Nord. Et puis, il y a eu la crise dans les régions d'expression anglophone. Et après, il y a eu les élections présidentielles de 2018 qui ont posé un certain nombre de problèmes, notamment par rapport au concept d'unité nationale et de vivre ensemble. C'est quoi la finalité du franquisme? Je m'en viens, je suis en train de déployer pour arriver à cela. Donc, on est né dans ce contexte-là où on avait un problème par rapport à la paix, par rapport à l'unité nationale, et le mouvement a été créé pour promouvoir la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble. Maintenant, nous pensons de manière prospective que les périodes de transition politique sont des périodes qui sont chrysogènes. C'est-à-dire que c'est des périodes où vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le franquisme bloque donc nous sommes dans une démarche où on se dit il faut penser la transition. Il faut entrer dans la transition. Quand vous parlez de 2025, vous faites déjà une période chrysogène. Non, on ne parle pas de 2025. Malheureusement, c'est qu'il y a plus. Vous avez parlé de période de transition. Oui, période de transition. Une période de transition, c'est par exemple 2025, oui, c'est pas ça. Ce n'est pas un rendez-vous pour les franquistes.
nous disons que nous avons fait confiance au chef de l'État en 2018. Vous lisez sur une boule de cristal pour savoir que la prochaine période de transition au Cameroun sera chrysogène? Ce qui est bien, c'est que vous nous laissiez parler. C'est-à-dire que si vous nous posez des questions, vous nous laissiez finir le déroulé avant de poser une autre. Allons-y. J'étais en train de dire que ce qui peut se passer chez ton voisin peut se passer chez toi. Nous avons vécu en Côte d'Ivoire, nous avons vécu ce qui se passe au Congo, au Mali. Et donc, nous sommes dans une démarche prospective où on se dit qu'il faut éviter qu'on se retrouve à un moment de changement parce que notre génération sera appelée à vivre forcément le changement. Il faudrait qu'à un moment, soit le chef de l'État, comme il le disait chez Amélie Tuilé, qui peut se reposer, il faudrait qu'il peut y arriver, qu'il décide de se reposer, ou alors que d'autres circonstances font qu'il y ait changement à la tête de l'État. Et donc, par conséquent, nous ne voudrions pas qu'on arrive là-bas comme les Ivoiriens sont arrivés sans préparation. Et il faut préparer le peuple, il faut préparer l'opinion publique à ce qu'on puisse vivre des moments de transition. Donc, qui ne soit pas à l'exemple, qui s'est donné cet objectif et cette lourde charge. Je ne parle pas de Franck Biya. Je ne parle pas de Franck Biya. Je parle du mouvement des franquistes. Ce n'est pas Franck Biya, c'est le peuple camerounais. C'est la jeunesse camerounaise. Le mouvement de Franck Biya. Non, c'est la jeunesse camerounaise qui parle. Le franquisme est le mouvement de parfait. Je dis bien que ce n'est pas Franck Biya qui parle. C'est la jeunesse camerounaise qui parle. Et nous l'invitons à... Franck Biya représente la jeunesse camerounaise? C'est un représentant, c'est un digne représentant. Et il faut arrêter ça. Non, mais pourquoi? Il n'est pas camerounais? Non. Il n'est pas camerounais? Merci beaucoup. Il n'est pas représentant de cette jeunesse. Il ne faut pas accorder la qualité d'ambassadeur du peuple camerounais à certains Camerounais et le dénier à d'autres. Tant que nous tous nous avions cette nationalité, c'est une discrimination injuste. C'est compris, hein, monsieur le SIA du mouvement franquiste. Merci d'être là ce matin. Rassurez-vous, ce n'est pas un entretien. Vous avez été appelé pour prendre part à ce grand débat qui aura lieu. Pour vous permettre de souffler un peu et de boire un verre d'eau, on va accueillir une dame qui certainement va apaiser quelques tensions qui pouvaient naître. Honorable Douva Ouissar, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, c'est encore un plaisir de pouvoir être là aujourd'hui avec tous les manquements que j'ai eus tous ces derniers temps. J'ai été invitée, mais l'emploi du temps n'a pas permis que je sois là. Coïncidence, vous reprenez, la même semaine je suis disponible. Tout à fait. Bonjour à tous les spectateurs, bonjour aux panélistes. Et je pense que nos débats seront des débats francs et des débats sincères en ce qui concerne la thématique. La thématique, parce que là, on était déjà en train d'aller... Et non des débats franquistes. On était déjà en train d'aller hors du sujet qui... Vous étiez mal à l'aise? Qui nous amène. Je ne suis pas mal à l'aise. Vous n'aimez pas parler du franquisme? Je ne suis pas mal à l'aise. Chacun a ses opinions. Vous n'aimez pas Franck Biya? Je n'ai pas dit ça. Ah, chacun a ses convictions. Chacun sait comment il s'y prend en politique. Chacun trace son chemin. Je l'ai tracé depuis les années 90 et je continue à prendre mon chemin tel que je l'ai tracé. Et je voudrais dire bonjour à tous les militants de l'UNDP qui sont à pied d'œuvre aujourd'hui pour le renouvellement des organes de base qui vont s'achever le 30 septembre 2023. Et j'appelle tous nos camarades à beaucoup d'initiatives, beaucoup de fair play pour que nous puissions mettre un socle de notre parti et pour que nous puissions gagner nos élections en 2025. Je rappelle que vous êtes justement honorable député à l'Assemblée nationale. Vous représentez avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'éclat et surtout beaucoup de dignité le parti de notre frère Bello Bouba Margari. Il s'agit de l'UNDP. Merci honorable d'être là ce matin. Nous allons accueillir en face de vous le consultant de tout temps et de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Le digne fils de Boumiebel, Pierre Blériot Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'ai un anniversaire qui me tient à cœur, si vous permettez. Votre ami et fils Bobby a 1 an de plus aujourd'hui. Alors mon fils premier du genre a eu 1 an de plus ce jour et je crois qu'il va partager son gâteau avec ses amis en Kwabang en début d'après-midi. Je lui souhaite joyeux anniversaire et il sait tout le bien que je pense de lui.
Joyeux anniversaire donc à ce jeune homme, à Bobby, notre fils de Blériot, et qui souffle donc sur une bougie. Félicitations à Bobby, c'est un garçon très dynamique. Quand j'ai dit ça, je vous donne la citation du jour. Allons-y. La citation du jour, la voici. L'expérience est un enseignant cruel. Il vous fait passer l'examen avant de vous expliquer la leçon. On reprend. L'expérience est un enseignant cruel. Il vous fait passer l'examen avant de vous expliquer la leçon. Vous pourrez expliquer en quelques mots? En général, en matière d'expérience, ce sont les conséquences qui vous enseignent quelque chose. C'est après que vous dites « Ah, je viens d'apprendre quelque chose ». Les autres disent que la vie va vous apprendre. L'expérience vous fait d'abord passer l'examen. Dans beaucoup de choses, vous courez le risque de faire d'abord des erreurs et apprendre de vos erreurs. On dit donc que vous avez de l'expérience. Vous savez, pour être chef d'État dans un pays, vous n'avez pas d'abord été chef d'État d'un autre pays. Auquel cas, vous avez une certaine expérience de chef d'État. J'entends souvent les gens dire, non, tel n'a aucune expérience de ci ou de ça. Non, il n'y a aucune expérience de chef d'État. Parce qu'un ministre n'a aucune expérience de chef d'État. La tâche du chef d'État ne ressemble en rien à la tâche d'un ministre. Qu'on arrête de vous tromper. Il a fait la haute... Ce n'est pas la même chose. Merci beaucoup. Sinon, Mohamed Idriss Déby, qui est un militaire, n'a pas été ministre de sciences. On va toujours... Non, l'expérience de chef d'État, vous la faites en étant chef d'État. Vous la faites une seule fois. Et de vos erreurs, vous pouvez apprendre. Merci beaucoup. Si je pouvais m'inviter dans un débat qui a eu cours pendant quelques secondes... Ah, le débat franquiste. Oui. En d'autres temps et en d'autres lieux, je me serais senti offusqué et blessé. Mais ce n'est plus le cas. Parce que j'ai déjà de l'expérience. C'est la force de l'expérience. L'expérience m'a enseigné que les gens savent anticiper sur la direction du vent. Vous savez, les gens savent anticiper sur la direction du vent. Merci Blériot. Ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Je vous mets mal à l'aise là? Non, pas du tout. Tout au contraire. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons d'abord le premier verre d'eau. Vianney Bia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre panel. Bonjour également à tous les téléspectateurs que je retrouve fièrement ce matin. Salut particulier à toutes les téléspectatrices et un bonjour assez spécial au petit Bobby. Il peut en être assuré. Les tontons également seront là. On sera là le soir pour accompagner papa. Les tontons, oui, pendant qu'il sera en train de partager son gâteau avec ses amis. Nous aussi, on sera avec papa pour partager autre chose. Théophile Vianney Bia, c'est le plus jeune écran de toutes les chaînes de télévision en Afrique au sud du Sahara. On ne le dira jamais assez. C'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Tous les matins, il vous donne rendez-vous à partir de 6h45. Il remet cela dans le cadre de votre programme Espace Miné à partir de 10h. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, actualité économique, actualité politique et même
même actualité sur le plan de la société, barre dans la une des journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mvang. Il s'agit bel et bien du quotidien Info Matin qui parle donc de la modernisation de l'administration. Cameroun et Corée du Sud en accord, c'est la une de ce journal. Les précisions sont d'ailleurs à lire en page 3. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé et le directeur pays bureau du Cameroun de l'agence coréenne de coopération internationale Gu Wong Lee ont signé ce 10 juillet à Yaoundé l'instrument juridique du projet de sensibilisation et de renforcement des capacités des agents publics. Les contours de ce protocole d'accord sont donc à lire en page 3 du journal Info Matin. Le quotidien de Jules Brice Ngaba parle également de coopération, mais cette fois-ci la coopération du Cameroun avec le Tchad est présentée dans ce journal avec cette impulsion d'une ère nouvelle. Cameroun Oil Transportation Company, en abrégé COTCO, BIA et Déby impulse une ère nouvelle. C'est ce que nous dit le journal Le Quotidien en grande une. Mutation qui est disponible en kiosque parle d'une coopération et s'intéresse plus précisément à la coopération JICAM-ECAM. L'Assemblée générale de la fusion ce jour, on nous le fait savoir en pied de une du journal de Georges Alain Boyomo qui est disponible en kiosque et qui parle également des travailleurs étrangers irréguliers. Carton rouge, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle menace de faire expulser près de 10 000 personnes en situation illicite. En page 9, on revient donc sur cette sortie du ministre de la Fonction publique et du ministre de la Formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari. On en parle avec le journal Mutation. Le messager de Feu Pius Ndiawe, qui est géré par Jean-François Chanon, parle de fusion JICAM-ECAM. Emmanuel Wafo dénonce un tissu de mensonges. Le président de la Commission économique et du développement de l'entreprise met à nu les fraudes qui entachent la sincérité des rapports servant de base pour l'Assemblée générale de ce 11 juillet 2023. Sacrifice et don de soi, les visages de la solidarité. À l'image de l'enfant qui est né il y a 3 ans et qui commence à courir, l'Amasso Acte 3 est un espace d'assistance mutuelle où se nouent les chaînes durables de l'entraide et le partage. EcoNews reste dans l'actualité concernant la fusion JICAM-ECAM. L'heure de vérité. L'Assemblée générale du groupe interpatronal du Cameroun JICAM, prévue ce 11 juillet, s'annonce houleuse. Le journal en parle en page 6 et consacre d'ailleurs sa grande une à cette actualité. Le journal L'économie de Thierry Ekouti parle également de cette même fusion en petite une. Fusion JICAM-ECAM, jour de vérité. Pour revenir donc sur cette journée de mardi 11 juillet 2023 consacrée à l'Assemblée générale du JICAM. L'économie de Thierry Ekouti en parle et présente donc ce jour comme étant un jour de vérité. Si on restait dans cette fusion JICAM-ECAM avec la nouvelle expression qui en parle également en page 5, l'Assemblée générale s'annonce agitée, c'est ce que nous dit le journal La Nouvelle Expression. En grande une, on reste sur le chantier d'Olembe. L'entreprise Magil portée disparue après le show main dans la main du ministre Narcisse Moulé Kombi et du vice-président de Magil, Franck Matière, le 13 janvier 2023. Sur ce chantier à problème, rien n'a plus bougé. Pourtant, les deux personnalités avaient annoncé avec assurance et en grande pompe que les travaux devaient reprendre le lundi 16 janvier 2023. Le journal La Nouvelle Expression nous dit que jusqu'à date, il n'en est rien et rien n'a bougé du côté du chantier d'Olembe. La nouvelle qui est disponible en kiosque, le journal de Jacques Blaise Envié, parle également de la fusion JICAM-ECAM. La mise en déroute de tous les séditieux est présentée ce matin en page 4 de ce journal. Prix APE, le groupe Fotso honoré par l'UE, on nous le fait savoir de la page 9 à la page 11. Accident de la route, on en parle avec le journal Le Jour d'Aman Mana. 15 morts à Pitois. Ils étaient des membres d'une famille qui voyageait samedi pour accueillir leur frère de retour du pèlerinage à la Mecque. On nous fait donc savoir qu'ils ont perdu la vie du côté des Pitois. On parle de 15 personnes décédées de suite de cet accident de la circulation. Batouri, une église cambriolée. Ce cambriolage est donc présenté en page 3 du journal Le Jour qui en parle ce matin. Et nous refermons cette revue de presse avec le journal Kalara. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire de Christophe Bobiokono parle de fraude foncière, trucage judiciaire. 2 greffiers et un avocat poursuivis. Les 3 auxiliaires de justice sont appelés à répondre de concert des faits de fraude, faux et usage de faux en écriture publique et authentique et atteinte à la propriété foncière, en même temps que le conservateur foncier du Fundi. Des actes posés dans la dispute d'une parcelle de terrain. Le ministre de la Justice et le bâtonnier de l'ordre des avocats saisis
saisie parallèlement du dossier. L'enquête vous est donc présentée en page 3 du journal Kalara. Yaoundé, fin de parcours pour le gang qui ciblait surtout les changeurs de monnaie des pays étrangers. On en parle en page 11. Insolite, un fou incarcéré à la prison de Koundangui pour tentative de meurtre. Cette actualité vous est présentée en page 10 du journal Kalara. C'est avec cette insolite présentée au journal Kalara que nous refermons dans cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV ce mardi. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 200 pièces de 2 francs ou encore 400 pièces d'1 franc CFA seulement collectées. Et vous avez votre journal disponible en kiosque ce mardi. Merci El Perfecto, merci à votre panel, merci une fois encore à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse comme d'habitude. Il s'agit là de la température en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, le 19h et le 20h nous attendent comme tous les soirs. Un fait saillant à développer? Pour parler de ces deux éditions des journaux qui nous attendent au 19h et au 20h ce soir, on reviendra donc aujourd'hui sur le climat qui règne du côté de la Fédération camerounaise de boxe avec la commission électorale qui est attendue du côté du ministère des Sports pour essayer de discuter et voir plus clair sur cette fédération camerounaise parce que la question de la présidence de cette fédération camerounaise est encore au bout du jour. Nos équipes sont déjà sur le terrain pour avoir plus d'amples informations sur cette affaire. On va également parler ici de cette autre actualité pour revenir s'intéresser ce matin aux avortements qui, d'après une certaine association bien connue, les cas d'avortement illicites sont de plus en plus élevés au Cameroun. Les cas d'avortement qui sont pratiqués avec des techniques qui ne respectent pas les règlements. Donc on en parle et on revient donc sur cette actualité pour présenter la situation, sensibiliser davantage et montrer ce qui fait en sorte aujourd'hui que nous enregistrons davantage des cas d'avortement. Et lorsque nous parlons des cas d'avortement, nous voyons beaucoup plus les jeunes filles. Bien sûr. Les jeunes filles. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire aux jeunes filles d'être de tout cœur avec cette sagesse bantou qui dit ceci: si vous refusez des cauchemars, vous cessez de dormir. C'est un bon adage qui nécessite beaucoup de réflexion. Est-ce que les jeunes filles se pensent aussi que c'est un bon adage? J'ai comme l'impression que ces jeunes filles ont beaucoup sommeil parce que vous savez que lorsque vous avez sommeil, vous avez envie de dormir. Bien que vous ayez peur des cauchemars. Maintenant, si vous décidez donc d'aller au choc, vous mettrez les guillemets. Il faut chercher à se préserver. Oui, bien sûr. Il y a pas mal de méthodes aujourd'hui qui existent. Méthodes contraceptives. Oui, qui existent et qui peuvent permettre aux filles d'éviter d'arriver au niveau de l'avortement. Il y a même notre cher et beau vieux préservatif. Bien sûr. Mais quelqu'un te dira encore, est-ce qu'on mange la banane avec toute la peau? Oui, ils ont trop de slogans. Des grands philosophes. Des très grands philosophes. TVB. El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous ainsi qu'à vos téléspectateurs qui sont des millions. Merci beaucoup. Et nous prenons cette actualité qui nous vient de la Nouvelle Expression. Et je passe d'abord la parole à notre ami Bernardo Basson. Bernardo Basson, la Nouvelle Expression n'a pas la mémoire courte. Elle nous rappelle, cette Nouvelle Expression, que en janvier dernier, on nous a fait comprendre que les travaux du côté du chantier d'Olembe, pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, donc quand on parle des travaux d'Olembe au Cameroun, il s'agit du stade d'Olembe. Ces travaux qui ne se sont jamais achevés devaient donc reprendre en janvier dernier. Je pense qu'on a me donné une date, ça devait être le 16 janvier. On a vu le ministre des Sports, le professeur Narcisse Moulekambi, avec le patron de l'entreprise McGill, main dans la main, après avoir choqué, nous dire que les travaux vont reprendre. Pratiquement 7 mois plus tard, rien n'a repris du côté du chantier d'Olembe, du côté du stade d'Olembe. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? L'on se moque des Camerounais, Bernardo? Quel que soit l'angle sous lequel on va se placer pour analyser la situation, il y aura forcément des éléments négatifs à relever. Tout à l'heure, quelqu'un vous faisait comprendre qu'on a passé 40 ans de succès, 40 ans de marche vers l'émergence, mais voilà un élément suffisamment c'est son avis, Bernardo. Suffisamment symptomatique. Vous pouvez penser qu'on a passé 40 ans dans le noir, quelqu'un d'autre est libre de dire qu'on a passé 40 ans dans la lumière. Et bien sûr, je vous présente dans un point
suffisamment marquant, suffisamment éloquent et suffisamment récent. En termes de lumière. Voilà, pour vous démontrer qu'effectivement, parmi ces 40 années, bien de choses ont échoué, parmi lesquelles ces projets sportifs notamment. Sur le plan purement politique, c'est un problème parce qu'on a l'impression que de hauts responsables politiques sont liés à la situation et n'ont pas su mener à terme un projet qui pourtant est porteur pour le Cameroun, quand on sait qu'aujourd'hui le football reste un élément civilisationnel, comme je l'ai dit ici il y a quelques jours. Donc c'est assez marquant de savoir qu'un pays dans lequel on a voulu construire un stade qu'on était censé baptiser sous le nom de quelqu'un que je ne vais pas citer ici, et on constate qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à mener ce projet à terme. C'est assez délicat au Cameroun. Sur le plan purement juridique, les questions de contrats qui ont entouré cette réalisation-là sont assez délicates parce que on a eu une entreprise qui est arrivée, une autre qui est partie, on a eu beaucoup d'argent qui a transité entre ces opérations-là et malheureusement on n'a pas l'objet réel du contrat réalisé. Donc on a encore une fois de plus un système dans lequel entre corruption, trafic d'influence, menaces et vols, le Cameroun se retrouve une fois de plus dos au mur pour un projet qui lui a coûté beaucoup de centaines de milliards. Et sur le plan social, quand on sait ce que représente le football au Cameroun aujourd'hui, quand on sait à quel point les Camerounais sont attachés à cette pratique qui les détourne quand même des vrais problèmes, quand on sait à quel point un tel projet a été attendu et salué par les Camerounais quand il commençait à sortir de terre, quand on sait les fonds qui ont été investis et quand on sait qu'il y a eu des personnes qui sont décédées durant la CAN, quand on sait qu'une CAN au Cameroun a été réalisée plus ou moins au rabais parce que le complexe qui avait été annoncé a fini par être matérialisé sous forme de stade, c'est quand même assez choquant. Donc aujourd'hui de savoir que le MINSEP ainsi que d'autres autorités sont mêlées à cela, c'est assez grave. Donc le journal aujourd'hui qui le titre montre que le MINSEP a dit des choses qui ne sont pas réalisées. Le haut lieu a décidé, ça ne s'est pas réalisé. Les entreprises étrangères nous font marcher au Cameroun. McGill, c'est canadien, me semble-t-il. On ne sait pas qu'est-ce qu'il en sera des rapports de Cameroun et du Canada parce qu'il y a des mécanismes juridiques par lesquels des traités bilatéraux permettent aux États d'inciter leurs entreprises nationales à investir dans d'autres États. Donc, on ne sait pas au Cameroun ce qui va se passer à terme. C'est une fois de plus un éléphant blanc qui a été monté au Cameroun. C'est une fois de plus quelque chose de blessant. Et malheureusement, on peut quand même pleurer de ce que dans un pays comme le Cameroun, rien sur le plan sportif ne va pour le moment. Alors, monsieur Ofonziko Mounbarak, Bernardo parle d'un éléphant blanc. Il faut dire que nous étions partis pour un complexe sportif du côté d'Oulembe. Pour l'heure, nous n'avons qu'un stade, un stade pratiquement d'ailleurs également inachevé. Et si quelqu'un se posait la question de savoir de qui se moque-t-on, ce serait exagéré? Non, on peut à juste titre déplorer... Entre-temps, nous sommes déjà un peu plus de 161 milliards. Je dis qu'on peut justement déplorer ces travaux du stade d'Oulembe qui ne finissent pas. Et qui semblent être même infinitesimales au regard des délais d'exécution, au regard du budget que ce stade-là, ce complexe sportif a consommé. Et on peut même peut-être citer d'autres exemples des projets structurants qui vont dans le même sens, dont la gestion piétine comme ce qui se passe au Oulembe. On doit déplorer cela en tant que Camerounais et le chef de l'État le disait que toutes les personnes qui se rendent responsables des détournements de la fortune, ils vont rendre compte. Donc, on peut déplorer cela et sauf que pour l'instant, ils ne maîtrisent pas encore ça d'Oulembe. Espérer que ces personnes-là qui sont responsables de l'échec de ce projet puissent à un moment rendre compte de la gestion. Le président ne connaît pas encore ceux qui sont responsables de l'échec de ce projet? Le président a son temps. Ah, d'accord. Le temps du président n'est pas le nôtre. Ah, d'accord. C'est constant. On a toujours vécu des gens qui ont fait des choses, qui se sont crus tout permis et qui ont été rattrapés par la loi à un certain moment. Et le président est resté constant quand il dit toujours que la force reviendra à la loi. Donc moi je ne m'alarme pas, il n'est pas question de s'alarmer, on peut décrier, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. On peut décrier cela, on peut décrier tous ces manquements-là, non sans manquer de reconnaître aussi ce qui a été bien. Mon copanéliste semble peindre les 60 premières années d'indépendance du Cameroun comme étant une marche d'hiver. Moi je ne pense pas. Il n'a pas de 60 ans, elle n'est pas de 40. Même si c'est 40 ans, ces 40 ans-là, c'est pas 40 ans de marche d'hiver. Aujourd'hui, nous venions quand même d'avoir la 11e université du Cameroun. Dans nos pays, des pays de la sous-région, il n'y en a pas 2 ou 3. C'est pour cette raison que beaucoup de faits co-africains font leurs études. Et là, c'est un fait. Ici au Cameroun, c'est un fait. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut reprocher des choses parce que des personnes ont peut-être posé des actes reprochables, mais il faut aussi avoir l'honnêteté de saluer ce qui est bien fait.
Très bien. Voilà. Merci. Et moi, je salue cette honnêteté sur ce plateau, cher franquiste. En face de vous, j'aurai la voix de l'UNDP sur le plateau. Je présume, honorable, que vous êtes au courant de ce que du côté d'Olembe, ça va dans tous les sens. Ça piétine. Maguil est porté disparu. Après que nous ayons eu un duel au sommet entre le ministre des Sports et Maguil, correspondance contre correspondance. 3 à 4 jours plus tard, on les a vus à Olembe, main dans la main, bras dessous, bras dessus, en disant que tout est bien dans le meilleur des mondes et que les travaux devaient recommencer dans 2 ou 3 jours. Depuis pratiquement 7 mois, c'est la broussaille du côté d'Olembe. À qui la faute? Parfois ici, il y a des situations au Cameroun qui nous interpellent tous. Qui nous interpellent parce que nous mettons les moyens pour pouvoir réaliser un projet pour le bien-être de nos populations et on se retrouve dans pareil cas. Moi, je me dis que les entrepreneurs que nous amenons, que nous permettons d'exécuter nos projets, se moquent de nous-mêmes. Ils se moquent de Camerounais. Parce qu'à un moment donné, on se demande, est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire? Parce qu'ils ne font pas ça dans d'autres pays. Ils ne font pas ça dans d'autres pays. Le même. Et si quelqu'un vous posait la question de savoir, est-ce que d'autres pays font ce que nous faisons? Est-ce que nous-mêmes nous sommes normaux face à ces entrepreneurs, à ces entreprises qui viennent réaliser des travaux au Cameroun? Pourquoi les mêmes entreprises sont sérieuses dans certains États et au Cameroun, nous n'avons pas l'impression? Nous n'avons pas l'impression parce que, à vrai dire, la corruption est de taille au Cameroun. Ah bon? Oui, il faut le reconnaître. La corruption est de taille et c'est un mal qu'il faut vraiment éradiquer à la racine. À la racine, ça va de l'éducation même de nos enfants. Pour que nous arrivions vraiment à l'éradiquer. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater un jeune, il vient d'être recruté à un poste, mais il pense qu'il doit égaler celui qui a fait 40 ans de service ou 30 ans de service. Et il se moque même de celui-là parce qu'il s'est dit que depuis 40 ans, il n'a même pas encore... Il commence à voler plus qu'une souris. Voilà, il trouve que bon, je ne serai pas comme mon oncle là qui a fait 40 ans aujourd'hui, il est à la retraite, il n'a qu'une petite... Il tire le diable par la queue. Tout à fait. Donc, cet aspect-là, il faudrait que, comme celui qui est en face de moi, alors, que les jeunes se... En coupe courant, situation à Olembe ou bien Olembe Gate, à qui la faute? La faute, c'est à nous tous. Non, moi je ne suis pas concerné. Tu es concerné? Non. Qu'est-ce que vous avez fait au Olembe? Tu es concerné parce que... À quel niveau? Si tu n'étais pas concerné, tu ne le dévoilais pas aujourd'hui. Mais je suis en train de dénoncer. Tu le dénonces parce que tu es concerné. Tu es concerné. Non. Tu le dénonces parce que tu es concerné. Si ça ne te concernait pas... Je suis concerné au niveau où les gens blaguent avec nos intérêts. Tout à fait. C'est ce que je dis. La faute à nous tous. Non. Chacun de nous, à son niveau, doit décrier ce qui se passe. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités. C'est compris. Pierre Blériot-Niemek, honorable, pense que la faute à nous tous, y compris toi le consultant. Je vous passe la parole. Achille Mbembe est né en 57. Il y a un lien avec Olembe et la naissance d'Achille Mbembe. Il vit à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Voilà, donc c'est un professeur d'université. Oui. Voilà, il écrit de nombreux ouvrages, ainsi de suite. Donc, voilà une information. Le rapport, c'est à quel niveau? Ah bon? Le rapport par rapport à de quoi? Nous parlons d'Olembe, monsieur. Vous perdez la tête, là. Vous savez, c'est terrible quand même. C'est terrible. J'ai eu à construire un domicile déjà. Et en premier lieu, j'avais demandé à mon frère, à l'un de mes frères, de suivre les travaux. Quand après une semaine, j'ai constaté qu'il allait chercher les fers au sous-quartier.
je lui ai dit, je pense que tu vas arrêter. Tu vas arrêter. J'ai directement changé de contrôleur. Immédiatement. Oh, vraiment, mon frère ne me fait pas confiance. Je lui ai dit que ce n'est pas une affaire de confiance. Ici, c'est la maison dans laquelle je veux vivre. Elle peut tomber avec moi un jour. Ouais. Voilà. Donc, c'est toi qui ne m'aimes pas dans ces conditions-là. Madame Honorable, quand elle disait que nous sommes concernés, j'étais d'accord jusqu'à ce qu'elle dise que la faute à tout le monde. Non. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'expérience de chef d'État. Mais on peut quand même se poser des questions sur l'itinéraire des gens. Est-ce que ceux qui nous dirigent, vous aviez vu que dans leur propre vie, ils avaient montré du sérieux dans leurs affaires personnelles? C'est-à-dire que leur vie était structurée, ainsi de suite, disciplinée, qu'avant qu'ils ne viennent aux affaires, on avait vu un itinéraire de quelqu'un de sérieux dans ses propres affaires. Il avait bâti sa richesse avec ses propres moyens. Il avait investi, il avait bien éduqué ses enfants. Il n'y en avait pas qui fumaient le banga, ainsi de suite, des choses comme ça. On ne fait pas attention à ça. Nous sommes hantés par l'idée des messies. C'est-à-dire que vous voyez que la vie de quelqu'un est déstructurée. Et vous imaginez qu'il peut prendre la vie de la nation et structurer la vie de la nation. Nous imaginons telle chose. Olymbe n'est rien. Nous sommes... Vous avez demandé à la dame, est-ce que les entreprises qui viennent au Cameroun nous trouvent sérieux? Non. C'est nous qui disons aux entreprises qui viennent au Cameroun de mal faire les choses et de fuir. Ah bon? Oui. Nous leur disons, si tu finis ça, il y aura des problèmes. J'ai été en contact avec le monsieur qui a construit l'hôpital général de Yaoundé. Les promoteurs lui ont dit, tu abandonnes ce chantier, tu fuis, parce qu'il faut un nouveau budget. Incroyable. Mais regardez, vous parlez de Limbe, votre autoroute a déjà bouffé tout l'argent qui était prévu pour l'autoroute. C'est comme ça que à 60 km. Vous êtes à 60 km depuis que le monde existe. Le jeune qui dit là que on n'a pas eu 40 ans de quoi? De marche dans le désert. Je prie Dieu que sa vie marche comme les 40 ans de Biya. C'est-à-dire que Dieu lui donne une vie aussi prospère que les 40 ans de Biya. Amen. Voilà. Donc, et là, à la fin de sa vie, il verra ce que sa vie a été. Tout à fait. Un océan de larmes, de multiples langueurs. C'est un pandémonium. Nous vivons dans un pandémonium. Oh là là, le mot est fort. Oui. Tout est raté. On commence des projets et on les abandonne en route. Et les gens sont là. Quand les gens ont vu comme était 3,1% des voleurs en prison, ils ont vite fait les calculs. Ils se sont dit, bon, nous sommes 300. Le temps du président, le président n'est pas éternel. S'ils mettent 3,1% en prison après 5 ans, ils ont multiplié même par 10. Ils ont vu qu'ils seront encore plus de 70% dehors à la mort du président. Donc, leur prière, c'est seulement de ne pas être dans les 3,1% tous les 5 ans. C'est tout. Donc, il n'y a pas de peur de voler. Non. C'est que chacun s'est dit, moi qui viens de faire que l'autoroute dure 10 ans, 60 km. Bon, si bien je lui échappe pendant 2 trucs là, bon, ça va aller. Tel aussi qui se dit le stade, on ne sait même pas combien de milliards ces gens volent. Mais humainement, même ils n'auront pas le temps d'utiliser ces milliards. C'est tellement stupide parce que c'est le diable qui habite le cerveau humain pour que quelqu'un qui a par exemple 70 ans soit en train de voler 50 milliards. Votre argent là, nous allons le récupérer. Je ne sais pas, ne vous gênez pas. Même auprès de vos enfants, la nature est ainsi faite. Je n'ai pas l'exemple d'un seul ancien voleur dont les enfants sont riches aujourd'hui. Donc vos enfants ne seront pas... Vous vous trompez. C'est le diable qui vous ment. Cette sauvagerie dans le vol là, c'est une tromperie du diable. Vous volez l'argent des hôpitaux. Les gens, on dit 11 universités. Nous n'avons aucune université camerounaise n'est classée parmi les 30 premières universités d'Afrique. La première, aucune. La première, M. Niemek, est 39e ex-aequo avec une égyptienne. Alors, 39e donc, nous avons de grands lycées qui ont été dispatchés ici et là,
avec des enseignants qui ont l'air de ce que Aimé Césaire décrit dans Cahiers d'un retour au pays natal. Quand vous voyez les enseignants d'université, vous demandez si, comme le CHU est à côté et tout, s'ils sont... C'est des... Ok, merci vous voulez qu'on vous décrive ça? Merci beaucoup. C'est la carte. Ce n'est pas tout noir, quoi. Ce n'est pas tout noir, c'est obscur. Vous avez raison, ce n'est pas noir, c'est obscur. On regarde, on ne voit rien. Honorable pense que ce n'est pas tout noir. Je suis d'accord, parce que dans le noir, on voit quand même. Permettez-moi de prendre un deuxième verre d'eau. Parce que nous sommes contre toute forme d'abus, nous avons institué cette rubrique dans le cadre de notre programme Espace Mini. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve, mais que nous mettons sur la table de débat pour proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin, une affaire de Bernardo. Parfait, ici. Aujourd'hui, je ne suis pas le dénonciateur, mais c'est un jeune homme qui dénonce le comportement de son papa par ma voix. Il a souhaité que je la porte sur la place des mineurs afin qu'on en parle et qu'on lui propose des solutions. Alors ce jeune homme, il a 28 ans. Il est né d'un couple, déjà il m'a précisé, adultérin. C'est-à-dire son papa était marié, avait 3 enfants, mais a connu sa maman de façon parallèle. Et il est né de cette union parallèle-là. Son papa est décédé quand il avait 10 ans et sa maman l'a confié à un des frères de son papa, à un de ses oncles, qui vivait du côté de Garoua. Il est allé là-bas à l'âge de 10 ans et son oncle l'a scolarisé jusqu'à ce qu'il ait le bac. Sauf qu'une fois qu'il a eu le bac, son oncle a commencé à lui mettre une pression folle parce que son oncle est un membre d'une loge la plus célèbre, vous voyez de laquelle je veux parler, et son oncle a commencé à lui mettre une pression folle afin qu'il intègre la loge. Finalement, il est parti du domicile à 22 ans, il a trouvé un bon emploi dans une banque, il gagne suffisamment. Et il m'a dit qu'il envoie tous les mois à son oncle 200 000 pour qu'il se batte pour la maison, mais il ne veut plus être là. Et il dit que son oncle le traite tous les jours de vaurien, de salopard, il n'arrive plus à communiquer parce que son oncle lui met une pression folle afin qu'il intègre le mouvement. Et donc, depuis 2 mois, il n'arrive pas à trouver le sommeil, il ne dort pas, il fait des cauchemars, il rêve très très mal et il s'est rapproché des personnes, dit-il, qui ont pu déterminer d'où venait le mal et on lui a fait comprendre que le mal venait de son oncle qui manifestement était en train de travailler d'une certaine façon afin que ce dernier passe de vie à trépas. Donc ce dernier décède. Voilà. Et donc aujourd'hui il dit qu'il a une solution réelle qu'on lui a proposée et si jamais il l'applique ça peut être très mal parce que son oncle en question va certainement connaître le sort inverse du sort que lui il veut lui causer antérieurement. Donc c'est-à-dire s'il applique cette solution en français facile, son oncle va mourir. Risque gros. Donc il aimerait savoir s'il doit toujours tenter le rapprochement, étant donné que son oncle est toujours fermé à l'idée que tant qu'il n'intègre pas le mouvement, ils ne seront plus jamais bien. Est-ce qu'il doit aller se faire traiter là où on lui a promis au risque que son oncle décède? Est-ce qu'il doit rester comme ça et toujours dormir très mal? Donc il aimerait que les démineurs en parlent ce matin afin qu'on lui propose des solutions. Il dénonce son oncle qui lui met une pression folle afin qu'il intègre le mouvement dans lequel son oncle est membre jusqu'ici. Très bien. Pour l'instant, son oncle travaille encore? Oui. Pour l'instant, son oncle est fortuné? Pas beaucoup. Pas beaucoup. En fait, je dirais même pas. Il est moyen. Puisqu'il envoie 200 000 chaque mois. Il est même moins que moyen. Ça veut dire que
Et comme l'honorable dit, le petit même lui envoie 200 000 tous les mois. Ça veut dire que la vie de son oncle n'est pas très reluisante. Oui, elle n'est pas très heureuse. Et par contre, pour l'instant, le petit, lui, sa vie, ça va. Oui, il m'a dit où il travaille, bien. il m'a dit combien il gagne. Et pour le Camerounais, je vous promets que c'est bien. Et je vais parler en français facile. Il résiste à intégrer la secte de son oncle. Oui. Et son oncle pense que c'est un vaurien, Oui. un imbécile. Oui. Il n'a rien compris. Oui. Un Zézémote. Zézémote. D'accord. On va passer la parole à Fondico pour son analyse. Vous avez la parole justement. Oui, alors, ce sont des choses qui relèvent déjà du quotidien de beaucoup de Camerounais. Ces différentes pressions là qui viennent soit des milieux familiaux, soit des milieux socio-professionnels, qui voudraient contraindre un certain nombre de personnes à intégrer des cercles de réflexion, des cercles initiatiques et un certain nombre de choses que, bon, nous tous nous connaissons. Bon, moi, je pense que c'est une question de choix entre sa propre vie et la vie de son oncle. Je ne pense pas que ce qu'on appelle le bac to stand généralement au quartier. Retour à l'expéditeur. Oui, retour à l'expéditeur. S'il se retrouve dans une telle démarche, pourvu qu'il ne soit pas nominatif, c'est-à-dire qu'il ne se lève pas pour dire que je fais un truc contre mon oncle, mais s'il sent qu'il est en danger et qu'il a un moyen de retourner le danger à l'expéditeur du danger, moi je ne trouve pas ça... Qu'il le fasse sans remords. Qu'il le fasse sans remords, parce que bon, si quelqu'un peut te donner 100 francs et que tu peux lui remettre 100 francs, c'est 50-50. Il n'y a pas de problème là-dessus. 50-50. C'est 50-50. Bon, maintenant, s'il peut, en tant qu'être humain, trouver un autre moyen de gestion qui ne soit pas dans une logique du talion, c'est-à-dire que s'il peut trouver... Œil pour œil, dent pour dent. S'il peut trouver une manière de gérer cette affaire-là sans rentrer dans la logique du talion, elle serait préférable. Mais si c'est la seule issue pour continuer à vivre, l'instinct de survie va même lui commander naturellement d'agir 50-50. Merci. Honorable Douva Wissa, le bonhomme est dans une situation un peu embarrassante, si j'en tiens, à l'histoire racontée par Bernardo. On lui a dit que pour résoudre ce problème, on peut le soigner, mais sauf que si on le soigne, son oncle lui risque de passer de vie à trépas. Et l'autre bonhomme ne sait quoi faire. Qu'est-ce que vous dites au bonhomme? C'est souvent un problème de choix. Parce qu'on va vous dire que si on vous soigne, il faut absolument que ça rentre à l'expéditeur. Il y a d'autres qui vous disent que je peux vous soigner. Si vous voulez, ça rentre à l'expéditeur. Si vous ne voulez pas, je vous soigne et basta, vous n'en tenez pas rigueur. Il y a aussi ce choix-là. Et en plus de ça, moi je me dis, il faut toujours croire. Croire à sa religion, croire à ses ancêtres. C'est un élément qui vous permet de vous protéger. Parce que si vous aussi, vous laissez comme ça, sans pour autant se confier à l'un de ces aspects religieux ou ancestraux, vous vous livrez à la verdict de ce genre de personnes. Mais je me dis que s'il a pu arriver jusqu'à cet âge-là, jusqu'à 28 ans, ou il a 27 ans, où il a trouvé un boulot, ça veut dire qu'il peut prospérer et il peut s'en sortir. Et pour moi, c'est de rentrer dans les prières, c'est rentrer voir ses ancêtres pour qu'on puisse l'enlever, ce mauvais sort, soi-disant. Parce qu'il dit qu'il ne dort pas. Est-ce qu'il est malade? Non, il ne dort pas encore. Comme il ne dort pas, il fait des cauchemars. Comme il ne dort pas pour se coucher. Peut-être que dans la nuit, il voit une vieille maman qui le poursuit avec une vieille machette. Voilà, pour se coucher dans les normes, en tout cas. Apparemment, c'est son oncle qui est déjà entré en action. Dans ma religion, avant de se coucher, il y a des prières qu'on fait pour barricader ta porte. Et ça marche toujours. Et ça marche toujours. Donc, il y a des moyens de pouvoir le faire sans pour autant qu'il arrive à vouloir rendre à l'expéditeur, parce que l'expéditeur ne l'a pas encore tué. Merci beaucoup. Pour dire qu'il va rendre à l'expéditeur. Donc moi je me dis, il peut trouver autre solution que... Sans toutefois tuer son nom. Tout acte ne vaut que par son intention. Ça veut dire que si quelqu'un a essayé de te tuer et qu'il n'a pas pu, il peut toujours. Donc si tu peux t'en débarrasser, ce n'est que justice. Tout acte ne valant que par les autres. Non, moi je ne suis pas d'accord. On ne dit je ne tuerai point. Mais on doit te tuer. Voilà. Non, c'est le diable. Et si tu te défends? Tu es en train de te défendre, mais autrement, si sa mort arrive, c'est pas toi. C'est en me défendant, celui qui me veut du mal, lui meurt.
Est-ce que j'ai commis un meurtre? C'est ce que je dis, sa mort arrive indépendamment de ce que tu as voulu. Merci Tu beaucoup. ne peux pas vouloir à ce que tu tues quelqu'un. Non, je ne suis pas Pierre d'accord. Blériot Niemet, nous sommes là dans plusieurs problématiques à la fois. L'admission aux loges, au forceps. Nous sommes également là dans le cadre de la morale. Est-ce qu'on doit absolument tuer pour se défendre, ou alors si on se défend et que quelqu'un meurt, est-ce qu'on n'aura pas des remords? Troisièmement, que faut-il faire en pareille circonstance? C'est limiter simplement aux prières, comme le préconise Honorable. Bref, je vous passe la parole. Bon, ben, je crois que le jeune homme voulait simplement dénoncer pour qu'on parle de son problème à la télé. Hein. C'est pas mauvais, puisque lui n'a pas de problème. Comment ça? Non, il n'a pas de problème. Si les loges sont une bonne chose, on n'a pas besoin d'imposer l'appartenance aux gens. Tout à fait. Si c'est une bonne chose. Mais vous avez déjà vu, bon, quelqu'un vous imposer une autre bonne chose, l'argent, par exemple, dit que prendre seulement la trappe de force pour aller de l'argent. Alors, si on impose, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas imposer aux gens les choses. C'est comme ça que leur affaire de LGBT, là, je leur ai dit que si c'est bon, les gens vont découvrir que c'est bon. Vous n'avez pas besoin de leur dire... discuter. Voilà, vous n'avez pas besoin de leur imposer ça. Ils vont comprendre que c'est bon. Bon, de toute évidence, ce n'est pas bon. C'est pour cela que vous avez toute cette énergie que vous... Maintenant, vous me posez un problème, vous voyez un problème moral que moi je ne vois pas. Vous me dites qu'il y a un problème moral. Non, bon, c'est que tu risques d'avoir des remords, non? Non, le gars c'est vrai que tu t'es protégé. Non, je ne parle pas de protection. Non, moi je ne parle pas de protection. Le gars a 27 ans, personne ne nous a donné l'âge de son oncle. J'ai souvent dit aux jeunes qu'il faut que les jeunes pensent à tuer souvent les vieux. Oh là là. Oui, il faut... Non, c'est pas bien. Oui, j'ai souvent dit ça au village. C'est-à-dire qu'en général, quand vous avez un problème avec un vieux, observez par faire ici au village, on craint plus pour vous que pour lui. Vous n'avez pas observé ça? Bien sûr. C'est-à-dire que tout le monde se dit que le vieux là va tuer par faire ici. Pourquoi les jeunes ne peuvent pas faire que quand ils ont des problèmes avec les vieux, qu'on craint pour les vieux, puisqu'ils sont déjà un peu vieux quand même. Si la mort était bien échelonnée, les plus vieux devraient mourir les premiers. Donc, sur un point, finalement, je suis un peu d'accord avec un franquiste. Non, pas sur le franquisme. Non, moi, je ne vois pas quel est le mal qu'il ferait à son oncle. Parce que si ce n'est pas lui que son oncle tue aujourd'hui, son oncle tuera quelqu'un d'autre demain. C'est quelqu'un qui a l'ambition de tuer les gens. N'est-ce pas? Si on l'aide à s'avancer un peu, bon, si Allah est fâché, vous m'excusez, quand on va se retrouver tous chez Allah, on en parlera, on va lui dire que bon, en fait, il y avait une situation. Il va nous juger. Qu'elle voulait me tuer. Moi, j'ai dévancé. je lui ai donné ce qu'il voulait. Bon, je ne sais pas, ça a dû t'énerver. Bon, mais on va se pardonner là-bas. Sérieusement, je l'ai déjà dit 1000 fois ici. Vous ne devez pas faire de votre vie une blague. Pour que quelqu'un qui n'aime pas vous voir, oncle, tante, mère. Parce que regardez, je lis quelque chose souvent sur Facebook. Si vous trouvez 70 millions et on vous annonce qu'il faut une opération de 70 millions pour votre oncle, je ne sais pas pourquoi on choisit toujours l'oncle. Et 80% des personnes disent mon oncle aura de belles funérailles, de belles obsèques. Mais on devrait leur poser directement la question sur votre père, pas sur votre oncle. Si vous trouvez 75 millions et votre père choisit d'avoir une maladie de 75 millions, c'est un sorcier. Vous comprenez? Vous n'avez aucune assurance qu'en lui donnant les 75 millions, il va vivre. Donc votre père lui-même aura de belles obsèques, pas votre oncle seul. Le père même aura de belles obsèques. Et dans la réalité, je dis ça choque. Je ne vois personne là qui va vendre tous ses biens parce qu'il veut soigner son père. Si je te soigne, tu ne veux pas guérir ou la mort a dit qu'elle va te prendre. On n'achète pas la vie. On soigne la maladie. Je ne vais pas vendre les biens de mes enfants et tout ce que j'avais parce que tu vas vivre. Non. Et si tu meurs? De toutes les façons, on est venu sur la terre pour mourir. Donc si ta part arrive, tu ne dois pas emporter toute la famille. Mais vous avez vu des gens le faire.
Donc, conséquence que... Il n'y a pas un sujet moral à poser là-dessus. Très bien. Il est dans un cas de légitime. Il n'y a même pas de légitime défense. Je dis qu'il n'a aucun problème avec cet oncle. On n'est pas avec une arme blanche si cet oncle-là... Non, madame la députée honorable, les armes de la nuit sont plus violentes que les armes blanches. Quand quelqu'un vous suit dans la nuit, si vous trouvez une arme de la nuit, n'attendez pas qu'il recommence. Donc les armes blanches de la nuit, on peut vous blesser, vous allez au CHU. Pour les armes de la nuit, il faut répondre avec la dernière énergie. Donc cet oncle-là, moi j'aurais aimé qu'il me dise le programme des obsèques de son oncle. Pas qu'il vienne nous dire ici que son oncle, si vous avez dit que son oncle est mort, il y a le programme de... C'est ça qui aurait été intéressant. Merci beaucoup. Bernardo Basson, finalement, est-ce qu'on devrait arrêter quelqu'un de force pour le mettre dans une réunion secrète, dans une association bizarre? Si c'était vraiment une bonne chose, comme le disait Blériot, est-ce qu'on cherchera à te prendre par force? Lorsqu'on vient à la vie, on n'a que deux choses qui nous sont garanties. Lesquelles? La première, c'est qu'on va vivre. La seconde, c'est qu'on va mourir. C'est une exactitude. Le reste est aléatoire. On peut être riche, on peut être pauvre, on peut être en santé, on peut être malade, ça reste aléatoire. Je parlais avec M. Niemek un jour dans son véhicule et je lui disais, pour moi, les personnes qui réfléchissent à adhérer à des ordres ou à des loges sur la base des pressions me font rire. Il souriait. Je lui disais, admettons que ces loges, dans leur forme tropicalisée ou pas, sont de bonnes choses. On n'a qu'à observer que dans nos gouvernements, dans le monde en général, les dirigeants sont membres de ces loges-là. Regardez comment les pays sont gérés. Et vous comprendrez donc l'éducation ou les valeurs qui sont transmises dans ces choses-là. Tout de suite, le lien est fait. On comprend que c'est mauvais. Puisqu'en principe, les enseignements, tout ce qu'on y reçoit, sont censés transformer l'homme, le faire passer de la nature charnelle à celle spirituelle, lui permettre de s'élever et donc d'avoir des valeurs cohérentes. Ce qui fait que si ailleurs, ces ordres aident des hommes à s'élever, dans nos environnements, ce n'est peut-être pas le cas, à tel point que ces hommes-là seront coupables des phénomènes comme les rapts, les enlèvements, le trafic d'organes, tout ce que vous voyez. Donc clairement, c'est des choses qu'on ne devrait même pas suggérer aux jeunes, déjà, sur cette base-là. C'est compris. Maintenant, que doit faire le jeune homme? Deuxièmement, la question également de la volonté. Même dans les vraies choses, votre consentement est l'élément naturel de tout contrat de base. Le contrat se lit sur la base du consentement. Donc, si vous voulez adhérer à un ordre de façon contractuelle, vous émettez votre consentement. On ne vous y force pas. Une fois qu'on vous y force, ça veut dire que ce qu'on fait là-bas est mauvais. Pour finir, ce jeune homme, je lui ai dit vraiment, j'ai l'impression que tu es faible et que tu es mou. Il me dit non, mon oncle m'a scolarisé. Je lui ai dit vraiment, mon frère, mais il pense quand même à tout. Si quelqu'un t'insulte, tu peux tergiverser. Mais si quelqu'un veut ta mort, tu le tues. Non, non. Mon oncle m'a scolarisé. Oui. Vous savez, nous nourrissons souvent le poulet pour le manger. Faut pas croire que chaque fois qu'on vous élève, c'est en vue de vous-même. Voilà. On peut finir de vous élever. Quelqu'un me disait d'ailleurs que quand le diable veut te manger, il t'engraisse d'abord. Donc quand il te mange, c'est un succulent. Voilà, donc on élève le poulet pour le manger. Donc, quand il m'a dit que mon oncle m'a scolarisé, il m'a nourri, il m'a hébergé, j'ai souri, je lui ai dit, si quelqu'un t'insulte, tu peux tergiverser. Mais si quelqu'un veut te tuer, tu le tues. Donc je lui ai dit, rappelle-moi quand ton oncle sera soit brûlé, soit très malade, soit décédé, on en reparlera. Parce que tu vas voir ceux qui t'ont suggéré de te soigner, ils t'enlèvent ce qui est autour de toi là, et puis ton oncle aura ce qu'il mérite tout simplement. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Lisons rapidement quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour parfait à ton excellent panel. Mes amitiés au tandem instructo-pédagogique, Blériot et Bernardo. Un pays comme le Cameroun mérite d'être dirigé par des citations, pas des citadins civilisés, car les évêques de la débauche ne sont que des sauvages. Comment peut-on voler en milliards quand on est normal? Il n'y a pas d'eau, alors que la plupart des départements ont des noms des cours d'eau, un pays où le choléra et les poubelles pullulent et on veut justifier. Pour ma part, tout ce qui se passe est savamment orchestré. Sinon, on aurait remanié et enfermé ces Corléonais
Et pour suivre Blériot, je parlerai d'un clair-obscur concernant la situation actuelle de notre pays. C'est Fabio Tama qui envoie le message. Bonjour les Bao, parfait, j'ai un truc à te proposer. On a besoin de 2 hommes sur votre plateau pour recadrer certaines personnes avec des coups de poing. Les gens qui bavardent sur le plateau comme les oiseaux gendarmes là doivent être fouettés au point de ne jamais oublier Info TV. C'est Rodrigue Tchoudje, baganté de luxe, Douala Bonanjo. Incroyable. Autre message. Oh, je retrouve mon ami du Burkina Faso. Paul depuis Ouaga est au rendez-vous ce matin. Salut le plateau. Perfecto, vous êtes sûr que vous irez au paradis, vous tous sur le plateau. Souvent, vous mal parlez de Satan et vous dites tout le mal de lui. Je vous demande d'avoir un langage modéré et très souple. Dans tous les cas, continuez lui tranquillement, il vous attend assis devant la porte de l'enfer avec les yeux rouges et gluants. S'agissant de la dénonciation, c'est plutôt l'inverse. Le jeune est rentré dans une loge et a beaucoup d'argent. Son oncle refuse plutôt l'argent sale. C'est Paul depuis Ouaga. D'accord. J'ai mis des échanges. Autre message ce jour, bonjour perfecto et surtout bon retour. Bon retour et sois vraiment rigoureux à l'avenir avec tes invités. J'ai regardé l'émission pour la... Oh, non, vraiment, je ne m'aimerais plus en parler. Hein. Les choses passées sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous dites Amen. D'accord, je préfère me concentrer à l'avenir. Autre message ce jour, c'est terrible d'écouter Niemek qui a fait ses études ici à l'université de Yaoundé 1. Dit qu'il faut regarder nos enseignants. Finalement, en voulant plaire à certains, vous versez dans le ridicule. Le Cameroun étant dans l'obscurité, il a quand même pu se frayer un chemin jusqu'à bâtir une maison. Dites à Niemek que les enseignants du Cameroun ont des cours dans les meilleures universités du monde. Et s'il doute, je lui donne des exemples. Merci. Autre message ce jour. Bonjour perfecto. Et au démineur, oui, la dénonciation si. Son oncle là est seulement dans quel genre de loge où il est resté pauvre. Ça veut dire que lui, il tue seulement les gens. Nja, hein? C'est Loric. Loric de base, c'est son nom, lui tue seulement les gens. Nja. Ah, c'est un Nja. Parce que, effectivement, je me suis posé la question de savoir, est-ce que tout le monde qui a plein de moyens. Tout n'a pas beaucoup de moyens. Mais c'est vrai aussi que Bernardo, dans ces loges, il y en a qui sont trompés. Et ils tuent des gens, genre. On ne va pas dans une loge pour être riche, parfait. Bon, certains vont dans des couloirs bizarres pour être riches. On ne va pas dans une loge pour avoir de l'argent. Bonjour, les barons des micros. Selon moi, rien n'est impossible à Dieu. Il faut qu'il prie beaucoup au lieu d'aller voir les hommes de Dieu et pas plutôt voir les marabouts. Selon moi, lui-même, il n'est pas simple. C'est Albert depuis Djoum. Oh, Djoum. C'est le sud profond au Cameroun. Je vous amène au plus 33. Nous sommes là du côté de la France, chez nos ancêtres les Gaulois. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour parfait, le Titanic de la conduction. Salut aux panélistes. Mince, Olivia est où? Pour la dénonciation, c'est simple, parfait. Rien ne vaut notre vie, même pas nos enfants dans certains cas. Le gars doit se protéger coûte que vaille. Tu ne tueras point. Si en tentant de me tuer, je me protège et tu meurs, je n'étais pas tué, tu m'as loupé et tu es parti. Donc, que le gars fasse ce qu'il a à faire pour sa vie. En plus, parfait, je ne comprends pas pourquoi ces sorciers ne sont jamais riches. Mais ils donnent alors les gens pourquoi. Ce n'est pas pour l'argent. Pourquoi ils sont toujours pauvres? Moi, je prendrais même une fois la machette pour en découdre avec cet oncle. Et qui veut la paix prépare la guerre. C'est Pat de Paris. Autre message ce jour. Bonjour parfait, je suis surpris. Vous n'êtes plus à Vision 4 apparemment. Que toi, tu vivais dans quelle planète? Félicitations pour le nouveau contrat. Non, ça fait un an. Pépito de Yaoundé depuis Mendong Maïtu. Et tu es ici à Mendong? Tu n'as pas cette actualité? Vous faites sourire l'honorable.
Bonjour à Parfait. Ici, il y a ton riche panel. Je pense, comme M. Niemek a dit, que ce monsieur n'a pas de problème. Pourquoi rejoindre une secte alors que c'est vous qui lui donnez à manger? C'est quel genre de secte ça? On cherche quoi là-bas si ce n'est pas l'argent? On va lire peut-être 3 dernières préoccupations. Hein. Je prends un peu les messages au début du programme. Il dit souvent qu'ils sont lésés. Bonjour. Bonjour perfecto, c'est toujours le mot d'introduction comme ça. Laissez le franquiste respirer, pardon, Massa, pardon, que M. Basson ne se fâche pas. Donc tu trouves que l'intro était brutale. Bonjour les démineurs, si le Cameroun est en position égarée, c'est parce que les opportunistes, les racoleurs et les adeptes des raccourcis, des rêveurs ont encerclé le Cameroun. Les gens qui vont passer le temps à passer par les toitures. Yaoundé. De bonne émission. Autre préoccupation. Bonjour. Bonjour le Phénix. Oh là là. J'ai envie de lire le message du Phénix, ça ne fait que partir. Je lis dans un autre. Bonjour à vous sur le plateau. Ravi de vous retrouver à la télé ce jour. Je voudrais attirer l'attention du franquiste sur le fait qu'il dise que M. Franck Biya représente la jeunesse camerounaise. Il faut qu'il intègre que la jeunesse, c'est jusqu'à 35 ans. Qu'on fait tous les textes internationaux et même les textes relatifs à l'organisation du Conseil national de la jeunesse. On ne saurait considérer une personne qui a plus de 50 ans comme étant le représentant de la jeunesse. C'est Tiva depuis Douala qui envoie le message. Je vous amène à écouter la lionne du 237. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonjour perfecto, le piton du micro. Salut au beau des beaux PBN et Bernardo B, ainsi que les autres démineurs de la et le jeune rédacteur en chef TVB. Bernardo, pardon, arrange bien le col de notre chemise. C'est fait. C'est déjà fait. Que tu portes là. La citation du jour veut tout simplement dire qu'on apprend de nos expériences. La lionne du continent 237 galactiquement planétaire. Incroyable. Alors, il y a quelqu'un qui parlait du phénix là, c'est bon, je l'ai récupéré. Bonjour le phénix de la communication, celui qui renaît toujours de ses cendres. Le gars en bleu là, c'est un marabout. Qu'il sache qu'ils vont échouer. Le Cameroun n'est pas seulement pour vous. Il n'a même pas honte. C'est ma manière, ma première fois de voir, oh là là, c'est Djibril N'Djamena. Il est très fâché, Djibril. Djibril ne met pas les organes. Autre message, qu'est-ce qu'on nous dit là? Très d'accord pour une fois avec M. Niemek. Pour une fois. Car l'expérience est comme une lampe qui, accrochée dans le dos, n'éclaire que le chemin déjà parcouru. C'est Sopfrika depuis Douala. Une touche pour s'impose. Si vous nous retrouvez à l'instant, dites aux voisins que c'est tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Le programme, c'est Espace Miné sur Info TV. La problématique principale de ce matin, nous vous le disions à l'ouverture, nous amène à parler de la population et pour être encore un peu plus rigoureux, nous amène à parler de la limitation des naissances avec une interrogation. Y a-t-il un complot contre le continent africain? Je commence par M. Fundikou sur ce sujet. De manière générale, qu'est-ce que vous mettez dans la limitation des naissances de manière générale, de manière globale? Bon, il s'agit d'une politique de natalité
qui pousse à recommander aux ménages de limiter le nombre d'enfants qui font venir au monde, soit à travers un certain nombre de méthodes contraceptives, soit à travers des restrictions même administratives, un peu comme ce que la Chine a adopté, où on te dit qu'il faut faire un enfant. Si tu vas au-delà d'un enfant, on va te poser un certain nombre de restrictions sociales qui font que tu n'auras plus envie de faire le troisième. Donc, généralement, c'est ça la limitation de naissance. Bon, mais là, je vous pose une question pour que vous gardiez le microphone. Hein. Vous vous situez à quel niveau? Il y a un grand débat qui existe depuis des années. Beaucoup qui pensent qu'il faut laisser les gens accoucher. Beaucoup pensent également qu'il faut limiter absolument les naissances. Et pour le cas du continent africain, pour ceux qui soutiennent la thèse, qui voudraient qu'on limite les naissances, ils vous font comprendre que le continent africain est pauvre et qu'il ne faut pas que les pauvres continuent à accoucher. Il n'y aura pas de l'argent pour élever les enfants. Prendre une position tranchée sur ce débat est un peu compliqué. Parce que la population, c'est un peu comme un couteau à double tranchant. D'un côté, c'est positif, d'un autre côté, ça crée des charges. Donc, il faut essayer plutôt d'avoir une logique démonstrative qui peut permettre de construire une position. Allons-y. Oui, donc je disais que cette question-là, je pense qu'elle a été déjà abordée, parce que là, je lis, y a-t-il un complot contre l'Afrique? Ouais. Et c'est justement où je commence à m'interroger. Je ne suis pas partisan des logiques complotistes. C'est-à-dire, je ne peux pas m'affirmer en pensant qu'il y a un complot. Je pense plutôt qu'il faut analyser les structures des populations et se dire qu'est-ce que c'est bon de continuer à laisser les ménages faire ce qu'ils ont envie, et c'est ce qu'ils ont envie de faire. Quand en 1979, Malthus montrait déjà, attirer l'attention des Britanniques sur l'inadéquation entre l'explosion démographique et la production, c'était pas aux Africains qu'il parlait. Là, c'était la société britannique qui était en train de croître de manière exponentielle par rapport au type de ressources qui étaient disponibles. Aujourd'hui, je pense que on peut se dire que il faut contrôler quand même la natalité. Il faut avoir une politique démographique qui ne soit pas laissée à l'emporte-pièce, mais qui réponde aux besoins de développement, qui réponde aux exigences du développement de nos différentes nations. La population est un facteur de production. Ça veut dire que lorsqu'on est nombreux, on peut avoir de la main-d'œuvre, on peut même aussi voir des talents éclore au sein de cette population-là. Bref, c'est une ressource sur laquelle on peut compter. Mais elle peut également constituer une charge en termes de factures sociales, besoin de santé, besoin d'éducation, besoin de logement. Et ça fait que lorsqu'on n'a pas un bon mélange, c'est-à-dire entre la population et les ressources disponibles et les moyens disponibles pour l'encadrement de cette population-là, on se retrouve un peu dépassé par la population existante de la société. Donc, par conséquent, je pense qu'on devrait davantage s'inscrire dans une logique où on se dit, ok, on peut scolariser tel nombre de personnes, on peut avoir une couverture médicale adéquate pour tel nombre de personnes, on peut avoir telle chose pour tel nombre de personnes, et on peut aussi avoir besoin de tel nombre de personnes pour nos industries, pour le travail, pour nos agricultures, et donc par conséquent, se projeter sur un effectif à atteindre. Et lorsqu'on a fait une projection sur un effectif à atteindre, il faut naturellement encadrer cela à travers une politique de natalité qui soit de nature à faire à ce qu'on ne soit ni dans les débordements, ni dans une marge inférieure de ce qu'on doit avoir. Très bien. Bernardo Basson, nous avons suivi il y a quelques années le discours d'un président français, et il le disait d'ailleurs dans une université africaine. Il faisait comprendre que, je vais le paraphraser, que le malheur de l'Afrique, c'est cette affaire d'accoucher de manière désordonnée. Et il faisait comprendre que tant que les Africains vont accoucher de cette manière-là, la misère, elle va élire domicile. Il pensait qu'il était réaliste et qu'il voulait aider le continent noir. Vous ne partagez pas cette vision des choses? Le problème des personnes intelligentes, c'est que heureusement ou malheureusement pour elles, elles veulent se faire comprendre même quand elles disent des bêtises. Ah bon? Le moment de rationaliser les naissances en Afrique va arriver. On aura atteint un certain seuil d'évolution et il faudra rationaliser les naissances pour pouvoir bien répartir les richesses. Les États-Unis, c'est 330 millions d'habitants. Le Brésil, c'est 214 millions d'habitants. Le Nigeria, même à côté, c'est 213 millions d'habitants. La Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants. L'Inde, 1,5 milliard d'habitants. Le Pakistan, 1 milliard d'habitants, etc. L'Allemagne, 80 millions. La France, beaucoup.
Ce sont des pays qui, à un moment donné de leur évolution, ont eu une population abondante pour pouvoir créer les richesses, développer un marché interne fort. Si vous vendez des cuillères en Chine, vous avez une usine de cuillères. Si vous vendez la cuillère à 100 francs, vous avez un marché potentiel d'1 milliard de clients. Sur le plan purement de la microéconomie. Ce qui fait que chaque ressource qu'on produit dans le pays, qui est consommée par un marché local densément peuplé, est un produit qui est porté à avoir une plus-value manifeste. Sauf qu'aujourd'hui, les Occidentaux effectivement conspirent contre l'Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Afrique est encore le seul continent qui prête une oreille attentive à leur discours. L'Asie ne le fait plus. L'Amérique du Sud non plus. L'Amérique du Nord et le reste de l'Europe, bien sûr, sont de mèche. Et ils ont pour cela utilisé dans le temps 4 stratégies bien définies, bien évolutives, que je vais répertorier rapidement si vous le permettez. La première, c'est la déconstruction du discours religieux. Vous savez que la religion, en principe, promeut la natalité. Aujourd'hui, tout ce qui se fait de ça dans les religions est porté sur la place publique. Mais par qui et pour qui? Justement par ces conspirateurs-là, par ces conspirationnistes-là qui veulent absolument que les églises, les mosquées et le reste soient désacralisés pour que le discours ne passe plus. La seconde politique a été la pseudo-émancipation de la femme. Bien sûr que dans la téléologie initiale de l'émancipation, on se retrouve parce que si dans les temps anciens on est privé d'un droit et qu'aujourd'hui ce droit nous est rétrocédé, on peut être satisfait. Sauf que plus la femme se scolarise, plus tard elle accouche et moins elle accouche. Les limitations de naissance sont naturelles par le fait de l'âge. La femme à un certain âge à la ménopause. L'homme à 80 ans n'est plus assez actif pour faire des enfants. Même son sperme devient beaucoup plus liquide. Donc la nature elle-même fixe les limites. Donc, également, par l'émancipation de la femme, ils ont glissé des éléments comme quoi liberté de disposer de son corps, tout cela pour réduire la natalité. La troisième poche a été le label ou les firmes médico-pharmaceutiques. La mise sur pied des virus de laboratoire, le VIH, les préservatifs, les vaccins, etc. Tout cela pour créer des troubles hormonaux afin qu'on accouche moins. Le quatrième segment a été l'industrie agroalimentaire avec les OGM. On mange moins bien, on mange plus gras, plus salé, plus sucré, ce qui affecte nos hormones. Toutes ces évolutions stratégiques et minutieusement organisées ont pour but à terme d'empêcher les Africains d'accoucher. Parce qu'aujourd'hui en Asie, ils sont très nombreux. Donc quoi qu'on dise parfait ici, les Africains doivent comprendre ceci. Le moment de rationaliser les naissances va arriver. Quand on aura exploité nos richesses, on les aura utilisées jusqu'à un certain seuil et il faudra mieux les gérer. Pour le moment, accouchons. Merci beaucoup. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, allons directement à la problématique inscrite à l'ordre du jour. Limitation des naissances. Y a-t-il un complot contre le continent noir? Là, j'avais fait remarquer une première chose dans le développement de la dénonciation. Quand un Africain veut réfléchir, qu'il mette comme axiome la chose suivante. Si une chose est bonne pour les Africains, les Occidentaux ne nous la proposent pas. Il faut d'abord avoir cela comme axiome. Donc si vous voulez savoir ce qui n'est pas bon pour nous, écoutez ce que l'Occident nous propose. Ça doit être votre principe de réflexion. Si une chose est bonne pour nous, on ne nous la propose pas. Vous avez quand on parlait d'ajustement structurel, on a envoyé plein d'économistes venir nous expliquer ce que c'était. Vous savez que c'est pendant les ajustements structurels qu'on a bradé toutes nos sociétés, n'est-ce pas? Tout à fait. On vendait la SINEC à 50 millions, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on en est à se demander comment un pays normal peut vendre son eau, vendre son électricité, vendre ses télécommunications, vendre de telles choses. On se demande le patrimoine. Comment on peut faire ça? L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Basson vous a parlé de la déconstruction du discours religieux. Les Occidentaux, dans leur Bible, entre guillemets, nous donnent désormais ce qui leur plaît et retranchent de leur Bible ce qui ne leur plaît pas. Leur Bible dit, allez et remplissez la terre. Multipliez-vous. Multipliez-vous. Nous avons 30 millions de kilomètres carrés.
que nous ne pouvons pas remplir. Et nous disons à Dieu que non, en fait, Malthus avait dit aux Britanniques, quand vous allez arrêter les naissances, non. Je vais rapidement faire un parallèle. Allons-y. Il y a un peu plus de 100 ans, dans les années 1900, les Africains ne le savent pas, l'Afrique c'était 150 millions d'habitants en 1900. Retenez ce chiffre, 150 millions d'habitants en 1900. L'Europe c'était 480 à 500 millions d'habitants, l'Europe. Pourquoi je fais cette remarque? C'est cela qui a permis que l'Europe soumette l'Afrique. Et comme les Africains, nous ne lisons pas, nous ne nous cultivons pas. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, nous croyons seulement, nous sommes là pour croire. Les Occidentaux savent, et nous ne le savons pas, que c'est la population qui va nous permettre de conquérir l'Europe. Même si on donne toutes les armes de destruction massive à l'Europe, dans 50 ans, l'Afrique sera le tiers de l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus à mettre les barrières, comme on dit, là, n'allons pas en France et tout. Nous irons en France quand nous voudrons. Je vous amène au niveau micro. Si le franquiste qui est à côté de moi là est mon frère de sang, et il accouche 2 enfants avec une femme. Moi, j'ai 5 femmes et 20 enfants. Nous allons prendre ces terres. C'est-à-dire que si notre père nous a laissé des terres à part égale, mes enfants vont prendre ces terres. C'est logique. Si on a 50 hectares chacun, vous voyez bien qu'à un moment donné, la pression de mes enfants sur ces enfants, parce que j'ai 20 enfants plus 20 beaux-fils, et nous sommes 40, et moi-même, et mes femmes 46, eux ils sont 6, et puis la mort touchant le pauvre tout comme le riche, s'ils ont 2 morts, ils resteront 4. Si nous avons 10 morts, nous resterons 50 sur 60. Vous voyez, nous allons prendre vos terres. Moi, j'ai des gens, des oncles, je leur envoie la nouvelle comme ça, dont j'attends les terres. Du fait du nombre, je leur dis souvent, j'attends leurs terres. Parce qu'on ne va pas aller prendre les Mebarkono pour venir occuper leurs terres. C'est moi qui vais occuper leurs terres. Donc, il n'y a pour nous. Le problème, c'est qu'on a individualisé le développement. Tout à fait. On donne l'impression aux individus chez nous que c'est à eux d'élever leurs enfants. Non, Non, voilà. non, c'est faux. Le système capitaliste, hyper-capitaliste, nous fait croire, au Cameroun, je vous dis, l'État peut s'occuper au moins de 70 millions de personnes, si l'État du Cameroun est bien géré. Ah bon? Oui. Tous ces milliardaires qui vont nous... C'est pas des discours de campagne, là? Non, laissez la campagne. L'argent de Sado Limbe. Oui. Partagez ça par les ménages. Prenez les 161 milliards, prenez les 180 millions de Covid-Gate, milliards. Commencez à associer, associer ça. Ainsi de associer, parfois ici, pendant que vous êtes là, vous allez trouver au moins 5 000 milliards. Maintenant, parlez de tout ce que la Chambre des comptes vous a dit. Vous avez 10 000 milliards qui se baladent comme ça, n'est-ce pas? Divisé par 70 millions de personnes. Vous verrez que l'État peut s'occuper des Camerounais. Mais le Cameroun est mal géré et les Camerounais souffrent encore de famine, souffrent encore d'eau, comme si on était dans un pays pauvre. Nous ne sommes pas un pays pauvre. Et beaucoup de pays africains ne sont pas des pays pauvres. Il faut organiser l'État pour avoir la population, c'est une arme. La Chine, hier, dont on se moquait, vous ne trouverez aucune grande puissance qui n'ait pas beaucoup de population. Ça n'existe pas. Donc nous n'allons pas changer l'ordre du monde. Quel est le pays le plus riche d'Afrique? Le Nigeria. Au Niger. Bon, le Nigeria en ex-aequo, sur beaucoup de points. Il dépasse l'Afrique du Sud sur le plan de l'économie. Vous pensez que c'est de la magie? Vous pensez qu'il y a trop d'intellectuels au Nigeria par rapport au Cameroun? C'est parce qu'il y a trop d'enfants qui sont bien nés là-bas? Non. La population joue un rôle sur le développement. Et nous, en Afrique, l'injonction que je nous donne, même si l'État ne nous aime pas, on aura un État qui va nous aimer, accoucher. Accoucher et accoucher encore. Faites tout pour ne pas arrêter d'accoucher. Monsieur, s'il vous plaît, précisez, si vous permettez, précisez que la en quelques richesse, secondes, c'est pas on n'aura pas l'applaudissement. c'est pas parce que la richesse est rare que les gens sont pauvres. C'est parce que les gens sont méchants et confisquent cela sur la base du capitalisme. 1. La richesse du monde suffit pour nous tous. 2. Que les parents enlèvent de leur esprit que
c'est à eux de construire les maisons pour leurs enfants. Le système africain n'est pas... Parfois, Aïssé, est-ce que votre père était plus riche que vous là maintenant? Non. Pas du tout. Il a eu le triple de vos enfants. Aïssé a accouché. Accouché. Merci pour l'instruction. Accouché. Vous n'êtes pas devenus des hommes. Les enfants de toi ne sont pas devenus des hommes. Ils sont des... Qu'est-ce que vous avez? Ma mère était maîtresse d'école primaire. Elle gagnait combien? Merci beaucoup. Accouchons d'abord. Accouchons. On passe la parole à l'honorable. Hein. Alors, honorable, vous êtes une dame. Blériot est dans une campagne de Natalité. sensibilisation et même de natalité. Et il veut faire comprendre à la face du monde qu'il faut accoucher. Accoucher encore. Et surtout, ne jamais arrêter d'accoucher. Accoucher seulement. Vous êtes d'accord? Vous êtes plaidoirie? Parfois ici, le constat est clair. Vous êtes peu nombreux, vous êtes dominants. Ah bon? Le constat est clair. Regardez la Chine aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? La Chine, c'est quand elle a été surpeuplée qu'elle Elle est devenue puissante. est devenue puissante et elle a arrêté La domination. la domination. La Chine se déporte maintenant vers le monde. Tout à fait. Une forme de colonisation qui ne dit pas son Qui nom. ne dit pas son nom. C'est clair. Et il faudrait que en Afrique, nous comprenions un certain nombre de choses. Nos ancêtres, quand ils avaient plusieurs femmes, ce n'était pas pour leurs beaux yeux d'avoir plusieurs femmes. C'était pour avoir les femmes, les enfants et la main d'œuvre. Et l'enfant n'était pas l'enfant du père et de la mère. L'enfant était l'enfant du village, donc de la communauté. Et on était dans le socialisme qui ne disait pas son nom. Donc tout se partageait. Et ce qui amenait un Vous dites bien développement. tout. Bien évidemment, tout. Tout se partage. Et c'est une femme bien cultivée qui vous le dit. Tout. Tout se partageait. D'accord. Il faut enlever votre Dans la esprit d'enfermement là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut nous démontrer? On veut nous démontrer que non, en Afrique, si vous êtes sous-développé, c'est parce que Vous êtes trop nombreux. vous êtes trop nombreux. On est nombreux comment? Quand on prend le ratio, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que le ratio Afrique-Europe, l'Europe nous dépasse. Bien. En population, En pomme de densité, oui. En pomme de densité, oui. Trois fois d'ailleurs. Nous dépasse. Mais aujourd'hui, eux, pour limiter les naissances, ils ont créé un certain nombre de politiques et stratégies et qui veulent nous amener dans le satanisme que vous connaissez. Non, je n'ai pas envie, pas. non, je n'ai pas envie de prononcer parce que en prononçant chaque fois ce mot, c'est comme si vous faites la publicité, vous amenez les gens à le faire. En ne prononçant pas aussi, ils entrent donc calmement. Ils ne peuvent pas entrer parce qu'ils ne connaissent même pas. Il ne faudrait même pas qu'on les fasse connaître. Ces choses-là. Donc ces choses-là. On nous a demandé, comme le disait, Blériot. il a bien dit, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, on a dit, allez et multipliez-vous, remplissez la terre Et soumettez-la. et soumettez-la. Ah ben, vous venez de souligner le vrai verbe. Et faites quoi? Soumettez-la. C'est parce que vous l'aurez rempli que vous allez la soumettre. Et qu'aujourd'hui, les mêmes gens qui vous ont apporté ça viennent vous dire que non, c'est pas possible. Là maintenant, là, si vous êtes pauvre, c'est parce que on vous avait trompé. Et si vous êtes pauvre, il ne faut pas accoucher parce que vous n'aurez pas les moyens de, Vous n'avez pas les de moyens nourrir vos de enfants. vous nourrir vos enfants. Et il faudrait que l'Afrique trouve des politiques publiques pour pouvoir développer. Alors, et vous êtes pour- en contre ce que le Cameroun a eu à encourager à un moment donné. Peut-être qu'ils ne sont même pas encore loin de là jusqu'à présent. Planning familial. que le Il y a planning, même une chanson à succès. non, le planning, Planning familial. le planning C'est bon familial, pour maman. ce n'était pas pour empêcher les accouchements. C'était pour faire quoi? C'est parce que il y a des mortalités infantiles grandissantes qu'on s'est dit, peut-être du fait que les femmes ont des accouchements rapprochés et non suivis, qu'il fallait faire un planning familial pour pouvoir Suivre. accoucher sans risque. Très bien. C'est pas seulement pour dire que n'accouchez pas, n'ayez pas des enfants. Ce n'était pas le cas. Mais vous planifiez, vous avez besoin de 10 enfants, vous planifiez pour avoir ces 10 enfants. On ne vous a pas dit que le planning familial, c'est pour avoir un enfant. Merci beaucoup. Hein.
J'aimais bien la chanson là quand le journal de 13 finissait. Planning familial. Parfait, ici. C'est bon pour maman. Parfait, ici, vous êtes au Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Vous connaissez la tribu qu'on appelle les Douala? Bien sûr. Je ne parle pas des Sawa en général, je parle des Douala. Vous savez que les Douala sont les premiers Camerounais à entrer en contact avec les Européens. Tout à fait. Et qu'ils ont pris les mauvaises habitudes de ne pas beaucoup accoucher. Vous le saviez? Non. Oui. Oui. Allez voir ce qui est en train de leur arriver. Voilà. Est-ce que la nature nous enseigne tout? Et maintenant, ils sont, comme disent les jeunes maintenant, ils sont dans l'ondem. Ils sont dans le Pundem. C'est-à-dire que les gens sont en train de prendre leur village. Les gens le font. On fait une élection. Est-ce que il y a, je ne crois pas qu'il y ait un seul député Douala. Vous savez? C'est le vote électoral, non? La démocratie, non? Quand même, hein. Il y a un député. Il y a Sopo, il y a Dokolens. Il y a Dinbel, Il y a Mali Doualabel. Sont des députés à Douala. Mali Doualabel. Oui. Mali Doualabel. Ils sont députés actuellement. Très bien. Dokolens de Djebale. Non, il n'y a pas Douala. Vous voyez, vous êtes en train de... Non, Mali Doualabel est de Douala. Mali Doualabel, je pense même qu'elle est princesse dans la chefferie belle. Et puis, il y a Dokolens qui est Vous Douala. savez qu'il y a eu une année où sur les 7 maires de Douala, 6 n'étaient pas des Douala. Oui, oui, Vous savez ce qui explique ça? Non, non, il faut les villes de Douala, attendez un peu, vous me laissez, vous êtes d'où? C'est intéressant sur ce point. Non, c'est-à-dire que vu le point n'acculez pas l'invité, monsieur Blairouille. Les villes de Douala et de Yaoundé ont une particularité d'être des villes cosmopolites. C'est-à-dire que c'est des centres urbains. Et donc, vous connaissez les noms des 7 maires de Yaoundé? Je vais finir. Laissez-moi finir. 6 maires de Yaoundé sur 7 par des bêtises. Par conséquent, la ville va recevoir une quantité exponentielle de populations venues de l'arrière-pays qui auront déjà tendance à effacer les identités locales. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas comme si les Douala avaient vraiment... C'est une réalité. C'est une réalité. Mais si tous les espaces là étaient occupés, qu'est-ce que vous allez faire? Je veux dire que la ville entend l'identité locale Douala. Est-ce que vous suivez même la problématique? Non. Est-ce que si les Douala étaient 3 millions de personnes? Mais ils ne le font donc pas. Pourquoi ils ne le sont pas? Ils ne le font pas. Parce qu'ils ont cru au discours occidental qu'il ne fallait pas accoucher. Moi, je suis quelqu'un, je suis né à Douala, j'ai même grandi là-bas. Non, vous n'êtes pas Douala. Non, je dis que je suis né là-bas. Non, il faut nous dire, vous êtes d'où? Et je suis de Noun. Ah ben, pourquoi ma maman est de Sombengue, mon papa est de Fouban. Non, dites donc, voilà, vous êtes de Noun, vous n'êtes pas de Sombengue. Je vous décris je dis bien que ma maman est de Sombengue et mon papa est de Fouban. Donc je suis de Fouban. Bassa par ma maman. Non, vous n'êtes pas Bassa, vous êtes de Fouban. Non, c'est ton enfant là. La mère est Bassa, c'est mon Nyando. Non, il aura les droits du Nyando, mais il n'est pas de Sombengue, il est de Fouban. Ok, on va lire quelques messages. Bonjour au panel. Le jeune là raconte quoi même? Moi, je suis né le jour où le président prêtait serment pour la première fois et rien n'a changé au Cameroun. D'accord. Alors, il finit par dire ici, merci monsieur Pierre Blériot, mais que le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Il y a tout. Accouchons, c'est Dieu qui donne à manger, pas l'homme. Autre message, qu'est-ce qu'on nous dit là? Quelqu'un nous rappelle ici que Marlise Doualabel n'est plus députée depuis les dernières élections. D'accord. Marlise Doualabel, je la connais. Hein. Elle était venue me rencontrer à une certaine époque. Tout à fait, elle n'est plus députée. Elle a été mais elle a été dynamique députée quand même, hein, Marlise Bell. Elle est toujours dynamique. C'est parce qu'elle vient pour vous rencontrer qu'elle n'est plus députée. Non, elle n'est plus députée. Vous êtes terrible. Autre message. Bonjour, l'Oncombivoué du plateau. L'Afrique n'est pas pauvre. Si elle était pauvre, qu'est-ce que les Occidentaux viennent d'en faire chez nous? La France a la 3e réserve d'or au monde. Ont-ils ces minéraux dans ce sous-sol? Le but des Occidentaux, c'est de nous infester avec des pratiques LGBT. Si les Occidentaux ne veulent plus accoucher, nous, Africains, le ferons et iront remplir l'Occident. Christian depuis Douala. Le seul maire Douala, c'est celui de Douala 4. Celui de Douala 1 est Ewoudi. Autre message ce jour, qu'est-ce qu'on nous dit là?
Bonjour parfait et ton panel. Le jeune du mouvement franquiste qui est sur votre plateau, non, vraiment, laissez mon jeune. Hein. On lit un autre message venant de vous. La population est un facteur de puissance, à condition que celle-ci soit bien formée. Voilà. Si elle n'est pas bien formée, elle constitue un handicap. Cela veut dire que nous devons avoir des dirigeants providentiels. Nous ne pouvons rien faire avec les petits hommes que nous avons... non, je ne peux pas lire ça. Il a l'air des niggas. Il faut être poli quand vous envoyez les messages et il faut respecter les autorités. Autre message ce jour. Bonjour à vous, le bataillon anti-mine, BAM, le BAM, le bataillon anti-mine. Perfecto, la dénonciation là est soit incomplète, soit déformée. Ça ne sonne pas net dans mon oreille. Trop d'incohérences, que le banquier là ne nous embrouille pas. Je suis sûr qu'il n'est pas blanc dans cette histoire. Perfecto, si on limite les naissances au Cameroun, les qui vont aller au Canada pour être maçons et manœuvres. Incroyable. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Parfait, s'il te plaît. Le monsieur en bleu est franquiste ou phébiste? Alors, il y a bien une différence entre franquiste et phébiste. Bon, ceux qui veulent le penser comme ça peuvent le penser, mais je sais qu'il y a un seul mouvement de franquistes. Maintenant, quelqu'un peut se dire qu'il est phébiste en entendant par là Franck-Emmanuel Biya. S'il reste dans l'idéologie, dans les canons de la recherche de la paix, de l'unité nationale et peut-être de la Est-ce qu'il faut dire que dans la grande organisation Franck Biya, il y a déjà des sous-organisations, il y a un dualisme. Il y a des brebis galeuses. C'est-à-dire qu'il y a ces personnes-là qui voient déjà en filigrane ce qui pourrait arriver. Ils sont en train de contrer vous, les franquistes. Je pense qu'il y a des brebis galeuses. Il y a même aussi des brebis galeuses. Il dit qu'il y a des brebis galeuses. Lorsqu'on est dans une logique... Vous n'avez même pas encore commencé que votre mouvement... Il y a des brebis galeuses partout, malheureusement. Vous êtes comme une certaine église au Cameroun. Moi, je peux vous dire, la poule qui va pondre les œufs, on la voit. On voit comment elle se développe. Quand elle ne va pas pondre les œufs, on la mange. Oui. Donc, mangez votre poule là. Autre message ce matin. Au Canada, chaque enfant a droit à $1000 par mois jusqu'à sa majorité. Même les enfants des immigrés ayant la résidence permanente. Ma grande sœur et son époux ont 6 enfants mineurs au Canada et ils reçoivent systématiquement $6000 par mois pour les enfants. Autre message ce jour. Bonjour, je pense que le monsieur en bleu a totalement raison de la part de miel toxique depuis Yaoundé. Autre message rapidement. Miel toxique. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour le plateau et surtout bon retour à toi, patron des démineurs. Au nom du fait que son oncle a quand même pris soin de lui, nous connaissons tous la souffrance des orphelins, qu'il cherche comment éviter ces menaces, voire même bloquer les velléités du dit oncle tout en évitant d'attenter à la vie de son oncle qui probablement mourra de sa mort. Quand on va dans un pays comme la France, vous avez vu le nombre de métis, l'Afrique va envahir le monde. Accouchons. C'est maman Cécile à Titi Garage et qui envoie le message. Maman Cécile dit qu'il faut accoucher. Bonjour perfecto, je crois qu'il n'y a pas de sénateur Douala. Je n'en sais rien. Autre message aujourd'hui. Bonjour, parfait et le grand panel. Le département du Vouri est peuplé des Douala. Bassa, Douala et Bakoko. Tous les députés ne peuvent pas être Douala. C'est Sam à Douala. Parce qu'il y a les députés Bassa là-bas. Qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, bonjour perfecto, le soulier d'or de la modération. Parfait, je voudrais que nous fassions cette prière pour notre jeunesse. Seigneur, c'est avec amertume que je te prie. Je t'exhorte de purifier l'esprit des jeunes qui veulent trahir leur mission dans la compétition générationnelle, telle que prescrite par Fanon. Veille également sur les esprits retors, remplis d'esbroufs, comme c'est des franquistes qui sont en perte de repères. Seigneur, injecte dans le substrat de ces jeunes l'esprit des sommités comme Blériot, Basson, Macon. Mon Dieu, nous te prions de donner plus de force aux modérateurs comme parfait, afin qu'ils puissent mettre à nu de par ces questions ces jeunes qui manquent de plus en plus de lucidité. C'est Félix Ningedamondon. Amen. On dit Amen. Amen. Quelle prière. Je voulais dire, comment vous pouvez voir la politique
de l'Occident. Oui. Vous rappelez les années 90 où on a eu comment on a déflaté des fonctionnaires. On a mis ceux qui étaient dans des petits salaires. Hein. Tout à fait. On les a mis de côté. Dehors. Ils vivent comment? On ne s'est pas demandé. Parce que dehors. Mais par contre, on se retrouvait de l'autre côté, ceux qui sont en chômage, qui sont payés. Mais on trouvait que nous, en Afrique, au Cameroun, quelqu'un qui partait au moins travailler et revenir, on trouvait qu'il avait tort d'avoir ce petit pactole qui était à l'époque, qui était dans les 20 000, 25 000, 30 000. Voilà les gens qu'on a mis. C'est toujours dans leur logique de nous empêcher. De nous empêcher de nous développer. Mais tu es chômeur en Europe, tu as un SMIC. Oui, oui. Tu as un SMIC, tu vis avec un SMIC. Mais ici, on te dit, toi, un professeur de lycée, quand tu arrives dans tes 30 ans, tu es dans les 350 000 ou 400 000. Non, le professeur de lycée n'atteint pas 400 000. Mais il n'atteint pas. Mais jusqu'à la retraite. Hein. Jusqu'à la retraite. Non, tu ne connais Tu pas. n'atteins pas ça. Si tu entends ça, c'est que c'est la cotisation de la réunion. Donc, les gens, les Africains, font tout pour pouvoir survivre. Quand vous voyez quelqu'un, un professeur de lycée, qui arrive à avoir sa petite cabane à la fin avec sa retraite, c'est des sacrifices énormes qu'il a fait pour y arriver. Mais on trouve que non, même jusque-là, ils sont pas cisaillés et tout cela. Et c'est comme ça qu'il faut avoir beaucoup d'enfants. Oui, monsieur le Francky. Oui, c'est pour ça. C'est dans ces conditions-là qu'il faut avoir beaucoup d'enfants. Moi, je pense que la population est une donnée qu'il faut encadrer. Oui. Je ne dis pas qu'il faut limiter, mais en acceptant de faire venir beaucoup de personnes au monde, il faut créer des conditions pour que ces personnes-là soient des personnes rentables. Donc, pour pouvoir avoir une d'éducation. la population. C'est pour ça que je dis qu'il faut des politiques publiques y afférentes. Des personnes qui n'ont aucune véritable formation. Ça veut dire qu'on a créé des petits mendiants dans la société. Et cette population peut aussi constituer un danger. Elle peut constituer un danger. Je dis bien que c'est des petits mendiants, c'est aussi c'est des personnes vulnérables qu'on va recruter à tout bout de chemin pour faire la guerre ou pour faire toute autre chose qu'on voudra. Il faut qu'on ait une population faite, mais une population formée. Qui peut avoir. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui la force des États-Unis dans le cadre de sa population par rapport à la Chine? Je voudrais un peu. Parce que vous avez vu que. On a le temps, hein? On aura 30 secondes. Bon, je veux dire que le président américain a quand même mis la pression à la Chine dans le cadre du conflit ukrainien pour qu'il agisse d'une certaine manière parce qu'il a un marché intérieur qui ne fait que 300 millions d'habitants, mais qui est important parce que la population américaine a un pouvoir de consommation élevé. Et donc, si aujourd'hui, nous, on a une population de 300 millions qui n'est qu'une population de clochards, ça ne nous aide pas. Mais je dis, il faut mettre en place des politiques publiques pour les encadrer. On dit que si on a 300 millions, une population de clochards, il y a un problème. Si on a une population de clochards, Honorable vous l'a dit, c'est que les dirigeants ont décidé de former une population de clochards. Il faut désigner des dirigeants qui sont des socialistes, au sens réel du terme. Il faut quitter d'abord le capitalisme n'est pas le système des pauvres. Le capitalisme permet aux riches d'être plus riches et aux pauvres de disparaître. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Et nous sommes naturellement arrivés au terme de ce programme. On dira merci ce matin à monsieur Fondiko Mounbarak. Il est SGA du mouvement franquiste. Il nous a rendu visite ce matin. Merci à Pierre Blérugnemec. Il restera mon consultant de tout temps et de tous les temps. Merci à Bernardo, invité permanent sur ce plateau. Merci à Honorable Douva Ussa, qui est honorable député à l'Assemblée nationale, député UNDP. Ne ratez pas le journal La Mi-Journée dans 8 minutes exactement. 19h journal en anglais, 20h journal en français. Mais en attendant, n'oubliez pas également qu'à 21h, un arrêt sera proposé dans le cadre d'un débat politique en langue anglaise. À 12h passé de 35 minutes, vous retrouverez les Amazones et Sanji en n'en point douter des plus belles filles de la terre. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore?
Dieu.